Bonjour, je m'appelle Christophe Minesi et j'ai le plaisir de discuter avec vous de mise en place de la ventilation non invasive, soit dans le secteur de réanimation, d'urgence ou de SMUR. Donc on n'évoquera pas spécialement la mise en place au domicile. J'ai aucun conflit d'intérêt et l'élément que je voulais aborder avec vous, c'est la mise en place en urgence. Et donc, on va suivre un algorithme qui a été mis en place par mon ami Marty Ponce, qui avait réuni autour de lui pas mal d'experts sur le plan européen, que ce soit sur le plan en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en France, hein, voilà. Et donc, le fait de suivre cet acronyme permet d'être plus efficace, plus rigoureux dans notre mise en place. Et donc, on va suivre I de indication. En gros, on va voir s'il y a un type 1 ou type 2, problème d'oxygénation ou d'épuration des gaz carboniques, les contre-indications. Enfin, l'équipement, le choix du respirateur, le choix des tubulures et le choix de l'interface, que ce soit fuite ou sans fuite. Le mode, vous allez voir, on est en pression, donc ce sera simplement deux ventilations, soit un seul niveau, c'est la CPAP, soit deux niveaux, ce sera l'aide inspiratoire que l'on pourra mettre. Enfin, une étape d'analyse qu'on fera essentiellement en atelier, évaluer l'efficacité et la tolérance de la VNI, l'analyse des asynchronies pour améliorer le fait d'avoir une bonne réponse entre le respirateur et le patient, et puis après voir s'il y a des problèmes d'hypoxie, d'hypercapnie. Et en fait, le next step, c'est le problème de sevrage qu'on fait pour tous les enfants, mais c'est de mettre de la réflexion derrière. Donc, tout va commencer par ce que vous avez déjà appris avec l'ILCOR, le, le, le RAMP, c'est l'évaluation qui suit le même plan, en sachant que d'abord il va falloir évaluer le neuro, qui est élément essentiel pour voir surtout si on est dans le cadre d'une contre-indication que j'ai mis en rouge. Donc dans le neuro, on est alerte ou en réponse verbale. On sera dans la bonne indication. Pourquoi? Parce que on aura une capacité à gérer la liberté des voies aériennes. Hein, si on est dans le pain ou le unresponsiveness, ça veut dire que le niveau de conscience ne permet pas de débuter une VNI. Donc, les voies aériennes doivent être libres et sécures. Si elles sont à risque, il faudra les sécuriser. Si elles sont obstruées, il faudra bien entendu les obstruer, mais c'est pas forcément quelque chose de cataclysmique. Ça peut simplement de désobstruer un nez ou aspirer un pharynx pour pouvoir le commencer. Et si jamais on a une anomalie, l'acronyme DOP fonctionne très très bien pour la VNI également. En gros, on va se poser la question de savoir si le masque est déplacé, s'il y a trop de fuite, s'il y a une obstruction, en particulier une obstruction nasale, un nez à désobstruer, un pneumothorax, qui n'est pas une contre-indication en tant que telle, mais qui va demander d'être exsufflé. Problème d'environnement, ça va être le problème de tubulure, d'interface qui se soit déplacée, ou bien un réglage à faire. Et puis le dernier, c'est un estomac qui est trop gonflé par des pressions qui sont trop importantes par rapport à ce que peut contenir le sphincter inférieur de l'œsophage, et donc une diminution de la compliance dessus. Enfin, l'évaluation respiratoire avec le fameux FTVO, qui va être essentiel pour déterminer les contre-indications et les indications. Donc la fréquence, vous voyez, c'est une bradypnée. Généralement, c'est pas une bonne indication de VNI. Il va falloir réfléchir sur la cause de la bradypnée. Est-ce que c'est un problème d'intoxication? En quel cas, il faudra mettre plutôt une contre-mesure. Est-ce que c'est le problème d'une lésion du tronc cérébral? En quel cas, ce sera plutôt une intubation qu'il faudra mettre en place. Les apnées peuvent être une excellente indication, par contre, de VNI, en particulier si ce sont des apnées obstructives, comme les apnées du sommeil, par exemple, qui est la première indication de VNI. La polypnée peut également être une excellente indication de VNI. On enlèvera les polypnées d'hyperthermie, d'hypoxie, mais si c'est lié à un problème de détresse respiratoire, c'est une bonne indication. Ensuite, la détresse respiratoire, donc le travail, la mise en jeu des risques accessoires, bonne indication de mettre en place une VNI, même si on n'a pas compris le mécanisme. Le V de ventilation est un élément important à considérer. Alors, s'assurer qu'il y ait une bonne implication dès lors qu'on a débuté la ventilation et surtout qu'elle soit bien symétrique. Sachant que si elle n'est pas symétrique, la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un pneumothorax, est-ce qu'il n'y a pas une atélectasie? Donc, ça va être parfois être plus malin, c'est-à-dire se demander est-ce qu'on n'a pas besoin d'un kiné à ce moment-là? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'exclusion d'un pneumothorax? Est-ce qu'il n'y a pas une pneumonie qui fait qu'on est plus en difficulté, on est plus à risque d'échec si on est avec une pneumonie? Donc, cet élément de ventilation est un élément important à prendre en compte, de même que l'oxygénation. L'oxygénation va être, vous savez, avec le papier
notre collègue Robinder Kemani, on essaye d'être un peu plus fin sur son évaluation. C'est le fameux SAFI, saturation divisée par la FiO2, qui nous permet d'avoir un bon rapport entre la FiO2 que l'on apporte au patient et ce qu'il y a derrière en saturation sur la ligne de dissociation de l'hémoglobine. Ce rapport SAFI est intéressant parce que dès lors qu'on est au-dessus de 200, la VNI peut être une bonne indication. Si on est au-dessous de 200, en particulier inférieur à 160, eh bien là, c'est un peu touchy parce qu'on risque de toucher notre pathologie qui est le SDRA, le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Avec le SDRA, on peut débuter avec une VNI, très clairement. Il faut avoir ce PEP de 5, vous savez, pour définir un SDRA. Mais il faut savoir qu'on risque d'avoir un échec, et si on a un échec, on risque d'augmenter la mortalité. Donc c'est assez touchy, c'est-à-dire on peut essayer, mais vous avez vu les dernières recommandations, celle de Guillaume Emerio, enfin, le travail qu'il a coordonné, montre qu'on peut commencer jusqu'à 2 jusqu'à 6 heures d'essai de VNI, puis si on ne s'améliore pas, il faudra passer à autre chose, qui est l'intubation. Et puis enfin, l'évaluation hémodynamique. Et si on a un choc septique en particulier, il faut savoir que la VNI, on peut le faire hein, si ça diminue le travail respiratoire, si ça diminue la dépense énergétique, mais il faut savoir, et en particulier la nécessité d'intuber, parce que si on doit intuber, il va falloir prendre des drogues pour intuber qui sont parfois très détériorantes au niveau hémodynamique. Donc ça peut être une bonne indication, mais c'est touchy, et c'est pas forcément, il faut falloir le peser. Ensuite, il va falloir comprendre quel est le problème? Même si on ne comprend pas l'étiologie en tant que telle, est-ce qu'on est devant un type 1? Type 1, c'est un problème d'oxygénation, problème d'effet shunt, problème d'anomalie dans le rapport ventilation-superfusion. En gros, on a des alvéoles qui peuvent être pleines de pus, on est dans la pneumonie, pleines d'eau, c'est l'OAP, pleines d'éléments inflammatoires, c'est le SDRA, ou le traumatisme thoracique, ce serait du sang, maniement magnaline, bronchiolite. Là, ce qu'on va rechercher quand on a ce problème-là, c'est de augmenter, de recréer une CRF, de faire du recrutement. Et le mode que l'on va préférer là-dessus, c'est surtout du recrutement avec de la PEP. Bien sûr, on peut mettre 2 niveaux, mais l'élément principal, c'est la CPAP. Type 2, c'est le problème d'hypoventilation alvéolaire, c'est le problème d'épuration du gaz carbonique, c'est le patient hypercapnique. Et là, 2 grands mécanismes. Soit c'est parce que c'est bouché au niveau pharyngé, c'est les apnées du sommeil. Bouché au niveau des grosses bronches, petites bronches, c'est l'asthme, la bronchiolite. Auquel cas, il va falloir faire une sorte de stenting avec ventilatoire, et la CPAP sera suffisante. Ou bien on a un problème de de souffler lui-même, que vous voyez ici. Et là, c'est plus 2 niveaux qu'il va falloir faire pour recréer le soufflet. On est dans le maladie neuromusculaire, on a l'atteinte de la paroi thoracique, de l'obésité morbide. Et là, il faudra très clairement 2 niveaux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, comme dans la grande majorité de ces pathologies, la CPAP suffit. La CPAP suffit, c'est assez intéressant, parce que ça peut être un plan B pour pas mal de choses. Parce que dès lors qu'on a des problèmes de synchronisation, la CPAP s'affranchit de tout problème de synchronisation, donc c'est intéressant. Et la synchronisation, vous le verrez, c'est vraiment touchy chez les enfants petits, je voudrais dire les moins de 1 an, par exemple. Donc, il faut savoir que la CPAP suffit dans pas mal de circonstances. On arrive après l'indication, les contre-indications, l'équipement. L'équipement, on a plusieurs types de respirateurs. Les respirateurs de domicile, alors type 1, type 2, type 3. Type 3 sont d'excellents respirateurs, en sachant que la sensibilité du trigger est variable en fonction des marques. Le top du top, là, c'est les ResMed. Philips également est un très très bon trigger. Un petit peu moins bon, mais il y en a d'autres encore. On a d'autres respirateurs, mais ceux qui sont vraiment bons pour l'enfant petit sont vraiment ceux-là. Après, on a les respirateurs spécifiques de VNI qu'on utilise peu dans les dans les réanimations pédiatriques. Les adultes utilisent pas mal, c'est moins cher et c'est extrêmement efficace. On a les respirateurs de transport et les dernières générations sont des très très bons respirateurs de VNI. Le Hamilton en particulier qui est un très bon trigger, le Monal également, mais un trigger qui est médiocre pour les enfants les plus petits. Et puis les respirateurs lourds de Réa, dès lors qu'on a mis de soft VNI, les dernières générations sont des respirateurs absolument excellents en termes de VNI. Voilà. Pour l'interface, je vous envoie l'article qu'a écrit Guillaume Ortamier, qui est extrêmement bien réalisé, qui montre différents types d'interfaces, qu'elles soient nasales, orobuccales, faciales, même jusqu'au helmet. Vous voyez ici, chez les enfants petits de moins de 6 mois, le nasal est largement suffisant la plupart du temps parce que l'enfant tient sa bouche fermée. Mais dès lors qu'on est dans une pathologie sévère, l'enfant a tendance à ouvrir la bouche quand il est en détresse, et donc l'oro-nasal
comme vous le voyez ici, ou bien le total face, sont des très bonnes indications. Et nous, on a vraiment une affection particulière pour le total face, que vous voyez ici. Pourquoi? Parce que, alors c'est pas intuitif, mais la tolérance est excellente, parce que le masque s'appuie sur une grande surface, qui fait que c'est bien toléré. Il y a très bonne gestion des fuites par ces interfaces, une très bonne synchronisation, on n'a pas d'effet d'espace mort plus important, c'est un problème fonctionnel derrière. Voilà, une très bonne donc on l'utilise la plupart du temps. Ensuite, il va falloir choisir, en fonction des tubulures, le type de masque. Alors, on a une tubulure, vous avez des masques. Là, vous avez des masques sans fuite. S'il n'y a pas de fuite, il va y avoir ici l'inspiration qui va venir par une branche vers le respirateur, et puis l'expiration qui va venir par une autre tubulure. Donc il faut forcément deux tubulures dès lors que l'on n'a pas de fuite. D'accord? Et on pourra les mettre généralement sur tous les respirateurs de réa. Donc je répète, s'il y a un sans fuite, ça veut dire qu'il va y avoir l'inspiration par une branche, l'expiration par une autre branche. La plupart du temps, les coudes que vous voyez ici, c'est-à-dire le raccord entre les tuyaux et l'interface, est bleu. C'est pas obligatoire, mais c'est souvent ça. Et puis, on a des interfaces avec des fuites. Celle-là en était une, la fuite, mais celle-là également. Alors, la fuite, ça veut dire que l'inspiration va venir par le tube et l'expiration va se faire soit sur l'interface elle-même, vous voyez ici, il y a des petits trous, soit sur le coude lui-même ici, que vous voyez qui est transparent. Ici aussi, il est transparent. Et donc là, on mettra un tube, une seule tubulure, pas deux tubulures. Alors, il y a un petit piège, c'est ici, quand on est dans les sans fuite, il y a dans les respirateurs de domicile, on a parfois des valves en plateau qui fait que l'inspiration va se faire par ce tube et l'expiration va se faire par le même truc, mais il y a une énorme pièce, un plateau qui se trouve proche de la branche, on l'utilise de moins en moins, en particulier en pédiatrie. Donc, à fuite, je répète, des trous sur l'interface ou bien sur le coude n'est pas bleu, il faut une seule tubulure et on va le mettre généralement soit sur des respirateurs de domicile, soit sur des respirateurs de VNI spécifiques. Ces machines sont excellentes, vous voyez ici, c'est un travail de l'équipe de Laurent Brochard qui montre que les respirateurs de domicile et spécifiques ont envoyé un problème d'asynchronie qui est très mineur par rapport aux respirateurs. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que les gros respirateurs, vous voyez ici les Servoil, les V500, eh bien, ils ont énormément de fuites dès qu'on prend le respirateur avec le mode intubé, et qui diminue énormément dès lors qu'on a allumé le soft de VNI. Vous voyez, c'est un trou d'excellents respirateurs dès lors qu'on a le soft. Alors, l'algorithme donc de prise en charge, ça va être pour les enfants, on va commencer donc avec le mode barométrique. On va choisir l'interface, soit nasale pour les enfants qui vont pas trop mal ou qui sont moins de 6 mois, soit à des total face. On commencera en néonatologie pour les bronchiolites et les apnées obstructives, surtout en CPAP, avec une CPAP très basse, vous voyez. On commence à 5 cm d'eau, puis on incrémentera progressivement, éventuellement jusqu'à 10 cm d'eau, en titrant la FiO2. Pour les bronchiolites, on prendra une CPAP avec une pression à 7 cm d'eau, et en néonatologie, généralement, c'est plutôt 6 cm d'eau. Dès lors qu'on a une détresse de type 2, ou bien l'absence d'amélioration en CPAP, on passera à 2 niveaux de pression, en aide inspiratoire ou en pressure support, avec une IPAP. Alors, IPAP, quand je dis IPAP, c'est par rapport au zéro. C'est le deuxième niveau de pression par rapport au zéro. On commencera très doux, c'est-à-dire 5 cm d'eau par exemple, alors qu'on aura réglé la EPAP, donc ça c'est ce qu'on peut appeler la CPAP également, à 3 cm d'eau par rapport au zéro. C'est-à-dire que quand on a 3 cm d'eau et qu'on met de IPAP de 5, ça veut dire qu'on a 2 cm au-dessus de la EPAP pour la IPAP. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il y a certains respirateurs, et beaucoup, qui vont parler d'aide, on va dire 2 au-dessus de la PEP, là par exemple. Donc c'est très doux, pas très efficace, mais très doux. L'intérêt, au départ, quand on commence, c'est de faire en sorte que l'enfant supporte la VNI. La pente, c'est-à-dire la montée en pression, ça veut dire le débit sera doux au départ et on l'adaptera secondairement. On réglera un temps inspiratoire maximum proche de celui du patient. Pourquoi je parle de TI max? C'est que quand on est en aide inspiratoire, le TI va dépendre de la décroissance du débit. Et s'il y a des fuites, la pente va changer et on va augmenter le TI. Donc il va falloir mettre une borne maximale à ce terme inspiratoire. Le trigger inspiratoire, c'est-à-dire ce qui va faire déclencher l'inspiration, il faudra que ce soit extrêmement sensible, c'est-à-dire la sensibilité minimale, tout en luttant contre les autodéclenchements, en particulier s'il y a de l'eau dans les circuits ou s'il y a des fuites.
Ça, il faudra bien voir. Et le trigger expiratoire, donc ce qui va déterminer le cyclage ou bien la longueur du temps expiratoire, qui est généralement à 40 ou 80% du débit inspiratoire de base. Ça, on en parlera dans les ateliers, parce que c'est un petit peu complexe à comprendre. Si on n'a pas d'amélioration, et bon, on va incrémenter progressivement la IPAP de 2 en 2 généralement, en fonction du volume courant que l'on veut. On veut une belle ampliation, et on va pouvoir augmenter de 2 en 2 cette ampliation. Et la EPAP, on va l'augmenter de 1 en 1, et c'est essentiellement en fonction de l'oxygénation. Et puis la pente, c'est en fonction de la soif d'air du patient. On commence, je vais dire, avec une pente ou un débit qui est bas, et puis si le patient a la soif d'air, on va progressivement augmenter la PEP. Et les objectifs généraux, à la fin, c'est le confort, il faut que le patient soit confortable, puis progressivement, on aura une IPAP qu'on ira jusqu'à 10-18 cm d'eau, on va rarement au-delà parce qu'autrement on risque d'avoir une distension de l'estomac. La EPAP, on va de 5 à 7 cm d'eau, rarement plus. On peut aller au-delà, on peut arriver même jusqu'à 10 ou 12 quand on met une CPAP pour lutter contre un problème laryngé, par exemple les laryngites post-extubation, on va aller assez haut. Le volume courant que l'on vise, qui est mesuré par la machine, et qui est plutôt estimé par la machine la plupart du temps, mais il est un petit peu plus important que le volume courant que l'on a chez le patient intubé, plutôt de 8 à 10 millilitres, parce qu'il prend en compte également l'espace mort et la saturation, la titre, entre 92 et 96. Quand on le met, il faut prendre en compte, bien entendu, le confort du patient. Il faut se dire que tout est anxiogène pour lui, la maladie, le milieu, l'interface, et donc il va falloir prendre en charge ces patients de la manière la plus douce possible. Et la plus douce possible, ça veut dire que la présence des parents est très importante, bien entendu, et puis on prend tous les moyens de distraction. Et puis parfois, il va falloir faire appel à des médicaments, assez rarement en fait, hein, c'est dans moins de 5 à 10% des cas. Comme traitement, il y a le Dexdor qui est vraiment une bonne option, l'hydroxyzine qui peut être un petit moyen aussi, midazolam peut-être un peu moins. Dexdor est peut-être celui qui est le plus intéressant, d'autant plus qu'on peut le mettre par voie intranasale. Donc on n'a pas besoin de voie veineuse dans ce moment-là. La mise en place est un élément fondamental. Ça se fait la plupart du temps dans les bras des parents quand on peut, parce que ça permet de tenir l'enfant d'une part et de le sécuriser. Il va y avoir au moins au départ 2 opérateurs. Un qui se met bien en face du patient et qui va tenir le masque bien centré sur le visage, surtout pendant que le deuxième va se mettre sur le côté ou derrière pour adapter le harnais. Ce que je ne vous ai pas dit au départ, c'est qu'il va falloir choisir d'abord bien l'interface, bien le harnais. On fixera le harnais sur l'interface avant de le mettre sur le patient. Parce que souvent, on a des harnais qui ne vont pas du tout. Ça nous évitera des grands moments de solitude à ce moment-là. Et puis, une fois que le patient aura l'interface sur le visage, à ce moment-là, on allume la machine. Au moins, il ne va y avoir pas cet énorme flux d'émis qui va faire peur au patient. Donc, on applique l'interface, on allume la machine, et puis après, on va délicatement, de manière symétrique, adapter le harnais sur le visage du patient. Et puis après, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite, il ne faut pas que ce soit trop serré, il faut qu'on puisse passer un doigt à peu près entre le harnais et la tête de l'enfant. Et ça fait partie des choses qu'on regardera en atelier particulièrement. Donc pas mal d'éléments que l'on peut mettre pour la sédation, vous voyez, par voie intranasale, et le midazolam qu'on peut mettre à 0,2 mg par kilo, c'est un pH qui est assez acide, donc ça fait mal dans le nez, donc c'est peut-être pas l'élément principal. Le Dexdor, celui qui est le plus intéressant, comme aux alentours de 2 à 4 gamma par kilo, c'est très 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 intéressant. L'évaluation, alors, s'il y en a un seul à retenir, c'est le rythme respiratoire. Si on a une amélioration du rythme respiratoire, c'est que probablement on a soulagé les muscles inspiratoires et qu'on va dans le bon sens. Sur nos scopes, vous voyez souvent ici, il y a une partie sur la gauche de l'écran, quelle que soit la marque de l'écran, qui montre les tendances. Ça, c'est très intéressant. Vous le voyez sur le schéma 1, qui est une diminution de la tendance de la fréquence respiratoire. Mais là, clairement, on s'est amélioré. Le 2, ben, c'est stable. Donc, je ne sais pas, il va falloir prendre un peu de temps pour évaluer. Est-ce que c'est bien ou pas? Le 3, vous voyez, il y a au contraire une augmentation de la fréquence respiratoire. Probablement, on est en échec. Il faudra soit adapter les choses, soit changer d'interface, soit faire. L'autre élément pour évaluer, ben, c'est les échelles. Le Silverman, le Wang, le Wood, le Pram en fonction des pathologies. Et puis, quand on n'a rien, le téléphone avec un peu de film, ben c'est particulièrement intéressant pour voir comment on était avant et puis après, parce que ça parle moins au cœur et plus à la tête. Voilà, pour conclure, on va se retrouver là-dessus. Donc, c'est toujours le Iceman. Le Iceman, vous avez
identifier le patient, type 1, type 2, en fonction de l'oxygénation, le CO2, les contre-indications, coma, les voies aériennes, le pneumothorax, le SDRA, le choc. Ce n'est pas forcément des contre-indications formelles, mais en tous les cas, il faut savoir les identifier. L'équipement, donc, on va partir du respirateur. En fonction du respirateur, il y aura une tubulure. Si on est un masque à fuite ou pas à fuite, ça va dépendre de l'interface nasale, total face, en fonction du patient. Ensuite, le mode, en mode CPAP ou bien AI, et puis il y a d'autres modes, comme le haut débit, puis l'oxygène. Ensuite, on va faire une analyse, voir s'il y a des fuites, voir s'il y a une bonne synchronisation du patient, une bonne efficacité, on adaptera nos réglages. Et puis, le next step, c'est le sevrage du patient. Voilà, j'ai fini de ce que j'avais à vous dire et je vous remercie.